Bonjour à toutes et tous. Alors, j'ai préparé une intervention, à mon avis, environ 8 fois trop longue, mais avec beaucoup d'images. Donc, l'idée était plutôt d'ouvrir une sorte d'album d'images et de passer en fait, à travers un certain nombre de ce qu'a été Libération, aussi à travers la mise en page, en fait, parce que ça me semblait intéressant qu'on voit un petit peu ces différentes époques. Et bon, alors, juste un tout petit peu de pub. Deux livres, donc j'en ai fait un qui est là et un autre que j'ai co-dirigé qui est là. Celui-ci est disponible gratuitement en anglais, on peut le télécharger en ligne, celui-ci est payant. Et sur papier uniquement, mais bon voilà, peut-être ça vous intéresserait, mais c'est pas pour faire la pub que je dis ça, c'est parce que dans ce livre en particulier, mais aussi dans l'intervention que j'ai fait là, dans ce livre collectif, voilà, je me suis intéressé évidemment à la figure de Danet, aux écrits de Danet, mais je me suis aussi intéressé à la manière dont Danet s'inscrivait dans un contexte et dont il écrivait aussi avec, à partir, autour des autres. Et en particulier des cahiers. Alors, ce livre s'arrête en 82. La partie Libé, le chapitre Libé est très court, il est même assez expéditif. C'est plutôt tous les cahiers sur lesquels je me suis intéressé. Donc là, j'ai un peu des pistes, mais j'ai pas forcément tout. Donc j'espère aussi que la table ronde qui va suivre va pouvoir me donner d'autres informations. Donc je vais traverser un petit peu Danet à Libé à partir de la figure de Danet, mais évidemment en essayant aussi de parler un petit peu des gens qui l'entouraient, de ce qui pouvait l'entourer, du contexte, etc. Alors, en faisant écho à ce que Philippe Azouri avait écrit à la sortie de La Maison Cinéma et le Monde, tome 2, un article à la fois assez dur et en même temps sur, effectivement, une chose qu'il disait qui me semblait assez juste. Il disait il faut imaginer aux côtés de ces textes écrits à chaud un hors-champ intime avec son lot de fatigue, d'enthousiasme, de ras-le-bol comme composante du journalisme au quotidien et surtout un hors-champ libé avec ce que l'édition d'un quotidien porte en elle de coupe, d'urgence, de réécriture au format mais aussi de voisinage critique. Voilà. Donc, première période, en fait, qui a été évoquée par Antoine. Donc, Libération, le lien se fait à travers le maoïsme, puisque l'agence de presse maoïste Libération. Le rapprochement donc, se fait par l'intermédiaire de Jean-René Huleux, qui travaille au quotidien de Paris également, qui partage la gestion donc, de Libération avec Serge July, Jean-Claude Vernier et Jean-Paul Sartre, et qui s'occupe des pages cinéma. Il va d'ailleurs lui-même écrire dans les cahiers entre le numéro 250 et le numéro 256. On trouve donc à cette époque une sélection cahiers du cinéma et quelques articles donc, qui ont été évoqués assez rapidement par Antoine, qui en fait font écho à aussi des choses qui sont publiées par ailleurs dans la revue. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un moment charnière à ce moment-là pour les cahiers, pour Danet et ses compagnons, c'est qu'ils ont été dans une période maoïste très dure. Cette période s'est achevée par une sorte de fiasco, que je ne vais pas m'épiloguer là-dessus. Et l'année 73, puis la fin de l'année 73, puis le courant de l'année 74, c'est une sortie progressive vers ce que Danet appelle une levée du barrage contre le spécifique, reprenant donc le titre d'un roman de Duras, le spécifique, c'est-à-dire retour vers le cinéma. On quitte le pur politique pour aller vers le cinéma, et ça se fait, c'est assez lent. Danet lui-même n'est pas tout à fait convaincu, donc ça met un certain temps à se mettre en place. À partir de la fin 74, c'est bon, on retourne vers l'esthétique, on peut dire qu'un film est beau, etc., etc. Mais tout au long de cette année, fin d'année 73, cette année 74, en fait, c'est surtout des alliances tactiques, des alliances entre groupes militants, et donc Libé en fait partie. Il y en a d'autres, et donc il s'agit d'aller un petit peu sur tous les fronts. Donc, Danet élabore une série de textes qui s'appelle Fonction critique, qu'on pense souvent être des textes sur la critique. Il me semble que c'est plutôt des textes qui, à chaque fois, essayent de recadrer un peu le tir de la ligne des cahiers pour la faire aller en fonction des groupes militants avec lesquels ils sont liés. Et donc, Danet écrit par exemple dans un de ses carnets de notes privés
le 12 avril 1974, la page de Libé est à nous parce que Libé est trop affaibli pour putcher contre nous. Donc c'est dire si, bon, voilà, c'est pas une alliance qui est si simple que ça. Alors on trouve notamment dans ce petit corpus de textes un texte de Danet sur Lacombe-Lucien, enfin contre Lacombe-Lucien, qui dit notamment drôle de conception que celle de Mal. Ceux qui se font de l'histoire, ce sont ceux qui expriment des idées, les autres n'en sont que les victimes. Ou plutôt, vieille conception réactionnaire, voire Camus, l'absurde, Ionesco et compagnie. D'un côté, les poubelles de l'histoire, de l'autre, c'est paumé. Les poubelles, ça se vide, les paumés, ça s'excuse. Grattez le fasciste et vous trouverez l'homme, ras-le-bol de cette philosophie à la con. Donc vous voyez que le style n'est pas exactement celui qui est dans les cahiers. Enfin, pour ceux qui connaissent le style de Danet de l'époque dans les cahiers, qui est un style quand même relativement théorique, même si, comme tu l'as rappelé, les attaques de Bonitzer, c'est l'époque quand même où le maoïsme est toujours très infusé et où on ne peut pas parler, on ne peut pas dire du bien de Barthes, par exemple, dont on a dit du bien il y a 2 ans auparavant, mais là, c'est totalement impossible. Donc on est quand même dans ce moment de chape politique assez forte. Donc voilà, c'est ce petit moment un petit peu dogmatique avec une adresse qui n'est pas l'adresse cahier, qui est une adresse plus large, un langage plus oral, plus parlé, quand même, voilà, un autre type d'adresse. Et c'est aussi un article qui vaut à Danet une forme de petite célébrité, puisque comme il le remarque lui-même, sous le nom de S. Danet, bon, D-A-N-E-T, malheureusement, ce n'était pas avec le Y, j'apparais dans Le Monde à la suite de mon papier haineux sur Lacombe-Lucien. Donc Le Monde, hein, l'origine, le journal Le Monde, ce qui donne quand même une identité sociale. Et donc, voilà. Et bizarrement, en fait, les articles des cahiers sont quasiment beaucoup plus offensifs sur le plan de l'extrême gauche que les articles publiés eux-mêmes par Libé. Notamment, je pense à un texte, par exemple, de Guy Henbel, donc, qui est plutôt aussi à gauche, quand même, mais qui fait un texte sur King Vidor, qui est quand même pas un cinéaste, enfin qui est un cinéaste assez compliqué sur le plan politique, qui peut en dire du bien dans Libération, alors que ce serait totalement impossible dans les cahiers. Donc les années passent, à la fin 1974, la collaboration prend fin, et Danet ne va pas réécrire avant 1979, et il va en fait écrire par l'intermédiaire d'une invitation faite par Jean Asfeld, à l'époque écrivant sur le sport, qui après a continué assez longtemps à Libé, est devenu écrivain aussi, grand reporter, etc. Et donc il l'invite à écrire sur le tennis. Donc, et en l'occurrence, je suis désolé pour la photo qui n'est pas géniale, en l'occurrence, donc, sur le tennis à la télévision, article qui fait écho donc aux articles un peu que Danet a pu écrire à peu près à ce moment-là, dans les années 70, sur la question de la télévision, notamment un certain nombre d'une série qui s'appelle Les répondeurs automatiques autour de la télévision, où les cahiers prennent conscience, un peu comme Libé, je pense aussi de son côté, de la plus grande présence de la télé, de son lien au pouvoir, de tout aussi ce qu'elle menace sur le plan du cinéma. Et c'est un texte assez intéressant parce que c'est un texte quand même assez libre où Danet utilise le jeu, et c'est une des premières fois dans un texte où il dit « je ». Alors je vous lis un extrait. Samedi 14 juillet, en regardant à la télé le morne double opposant pour les demi-finales de la Coupe Davis-Noah Moreton à la doublette tchèque Kodès-Smith, je ne pouvais m'empêcher de penser que quand même il y avait un privilège du tennis à la télévision. C'est aussi pour Danet une manière, et ces textes sur le tennis sont absolument fabuleux là-dessus, c'est des textes très libres, beaucoup plus légers, et qui portent quand même quelque chose qui va beaucoup animer Danet à la fin des années 70, c'est-à-dire les études sur le corps. Tout ce qui intéresse le corps, les mouvements du corps, la question de l'acteur qui commence un peu à émerger dans ces textes des cahiers, même si ce sont des textes encore très auteuristes, donc très liés aux auteurs, très liés aux formes, très liés à la mise en scène. Néanmoins, et c'est dans Libé, en fait, un petit peu plus tard, quand il va y arriver au début des années 80, que cet intérêt pour le corps et les acteurs vont vraiment émerger. Surtout, ce qu'on trouve, c'est une sorte de liberté de ton, un peu sans surmoi. Et donc, Danet va continuer comme ça d'écrire sur le tennis,
Alors, par exemple, en 1980, donc vous voyez ici 2 articles qui ne sont pas du tout distingués, contrairement à celui qui était sur la télé, des autres articles sur le tennis. Il est là vraiment comme un reporter sportif et il écrit « Ce qu'il y a de bien à Roland-Garros, c'est que c'est finale tous les jours. Après Connors-Panatta, il y a donc eu Connors-Kojol, un match moins beau, mais comme on dit, un match à rebondissement. Ou plutôt à un seul rebondissement, puisque Kojol, qui avait quasiment gagné le match et qui menait 5-2 au 3e set, c'est soudain défait. Connors ex-mal-aimé, devient l'enfant chéri de Roland-Garros, d'une part parce qu'il s'est assagi, d'autre part parce qu'il y a dans son jeu, qu'il a la générosité même, quelque chose de bouleversant. Hein, donc vous voyez vraiment un pur style de chroniqueur tennistique dans le match, qui décrit un peu tous ces à côté, et donc voilà, un vrai pas de côté qui laisse assez libre. Alors, à cette époque, dans les tournants entre 79 et 80, il y a plusieurs rédacteurs des cahiers qui vont écrire dans Libération, aux côtés de Gilbert Rochu. Il y a aussi, par exemple, Toubiana qui va couvrir le Festival de Venise pour aider ce pauvre Gilbert à s'en sortir, à ne pas être seul, manifestement. Et Danet, donc, va faire un texte. Donc là, vous avez la couverture du Festival de Venise. Et vous avez un texte de Danet qui est un texte de journalisme. Alors, il s'avère que depuis la fin des années 70, il s'est un peu frotté à ça, puisqu'il a fait des comptes rendus de festivals à l'étranger. À partir de la fin des années 70, les rédacteurs des cahiers partent à l'étranger, vont à des semaines des cahiers, vont présenter des films, mais vont aussi couvrir des festivals. Et c'est des articles eux-mêmes beaucoup plus légers, avec moins de surmoi, on décrit un peu ce qui se passe autour, on décrit l'ambiance du festival, on tâte un peu le pouls du pays, on voyage, enfin, il y a quelque chose qui s'imprime, et donc il y a déjà quelque chose d'une écriture plus journalistique. Là, Danet va couvrir le festival de Gdansk, pardon, je suis incapable de prononcer ce nom, et également dans les cahiers. Donc il y a 2 textes qui réalisent à ce moment-là, et c'est le moment où il s'interroge quand même. Alors, il n'a pas encore décidé de partir des cahiers, mais il s'interroge sur ses capacités de journaliste. Et voici ce qu'il écrit dans ses carnets intimes. Le symbole de ma semaine à Gdansk. À 3 reprises, j'ai raté Valéza. Piètre journaliste, incapable d'évaluer, de distinguer les grandes choses des petites. Leçon d'humilité après l'ivresse d'Asie. Coup de bambou, lassitude, sentiment d'avoir perdu son centre de gravité, idée que c'est peut-être ça le journalisme. Et enfin, dure leçon de Gdansk, Ignacio Ramonet, pour qui je n'ai pas une estime exagérée, est bien meilleur journaliste que moi, efficace, bien placé, mondain et sûr de lui, modestie obligée donc, dit Danet, qui quand même était quelqu'un de relativement orgueilleux. Tout ça l'amène à la fin des années 80 à vouloir quitter les cahiers en raison de dissensions avec Toubiana, et Julie, qui lui-même, il y a pas mal de problèmes économiques à Libé, qui mine un peu le journal depuis 1978. Julie a essayé un petit peu de prendre un petit peu plus de la direction, ou en tout cas de réorienter un peu le journal. Et par exemple, intégrer de la pub, changer l'échelle des salaires, qui pour l'instant tout le monde est payé pareil, mettre en place des rubriques et des services. Et alors on dit souvent que Julie avait voulu mettre en place un service cinéma digne de ce nom. Bon, déjà, d'après ce que tu racontes de Gilbert Rochu, c'est quand même pas du tout honteux. Et surtout, il y a une équipe quand même qui est présente depuis très longtemps, enfin depuis plusieurs années, qui est l'équipe télévision. Alors certes, elle ne traite pas du cinéma qui sort en salle, mais elle traite de beaucoup de films, et de beaucoup de films anciens. Alors, il y a Michel Cressol, qui est lui-même embauché par Guy Hockenghem. Ils font partie de ce groupe du Front homosexuel d'action révolutionnaire. Il va y avoir Hélène Azera, Michel Houmous et Louella intérim Marc Rénal, sur lequel je reviendrai, puis Gérard Lefort. Il me semble que vous étiez en littérature quand vous êtes entré dans l'IB, et puis après vous êtes passé au cinéma. Et donc, effectivement, Danet va rentrer par l'intermédiaire d'Asfeld au cahier à un moment assez clé, qui est que minée un petit peu par les problèmes internes et aussi, on va dire, un petit peu excitée par l'idée de prendre le pouvoir, Julie va
faire une sorte de coup de poker, arrêter Libé et donc en février 81 et dire on attend l'élection de Mitterrand et on ressort Libé avec une nouvelle équipe, mais tout le monde ne sera pas forcément réembauché. Et donc voici ce que Danet écrit donc au tout début 81. La séance de vendredi matin au cahier. Mon départ entre dans les mots, sinon dans les faits. La candidature maladroite de Pascal Bonitzer. De tout cela à plus tard, quand les places auront changé, je parlerai comme d'un deuil. Gay, I hope. Gay, I'm sure. Donc on verra que si j'aurai pas le temps d'en parler à mon avis, mais bon, on pourra peut-être parler de ça. Entrevision de Nureddin parti depuis à Londres, Serge Toubiana lui aurait dit « Serge s'en va maintenant après avoir subi le plus dur, masochisme des causes qu'on ne veut pas gagner, vieille gauche, vieille ganache, ou saint Paris sur la nouvelle peau, je serai journaliste, chroniqueur et doué pour ça, mon écriture me sauverait en me permettant, tard, de me risquer plus ». Le 23 février 81, donc l'arrêt de Libé date du 21 février. L'arrêt brutal de Libé est l'événement du jour. À quel point on a oublié le choc et l'euphorie trouble d'un tel événement. Le navire sur lequel je voulais embarquer va faire peau neuve. Pas une ligne du dernier numéro qui ne sonne familière. Le coup de force de Julie, rien pour régler symboliquement la crise, sinon le chantage à l'homme providentiel est normal. Pas de piété pour les canards boiteux, dont la piété planquée a permis le journal, puis l'ont bloqué, air connu, transposable au cahier. Si Lofty n'était pas venu vendredi soir, m'empêchant de reprendre mon texte sur Raging Bull, je ne l'aurais pas fini hier soir à mon retour de Bruxelles. Trop tard pour le numéro de ce matin, le dernier avant longtemps, toujours le temps. Donc un texte qu'on n'aura jamais sur Raging Bull. Et donc, quelques jours après, Libé, peur de ne pas savoir s'y prendre pour en être à la rentrée, ni Jean Hatzfeld, ni Julie, ni Thibaudat ne m'ont encore fait signe. Bon, finalement, ça va aller. Entre-temps, donc, Libé est à l'arrêt, mais un numéro hors série se vend comme des petits pains, qui revient, et on trouve aussi donc, le texte sur Raging Bull, écrit donc par Gilbert Rochu. La revue, le journal ressort donc après l'élection de Mitterrand. Le 12 mai, en numéro 0 publié le 12 mai, puis le journal reparaît le 13, transformé avec une nouvelle maquette, avec notamment le logotype à losange rouge, inventé par Claude Maggiori. Le supplément sandwich, qui était vraiment une sorte de supplément des petites annonces extrêmement vivant, disparaît malheureusement. Et Danet va publier son premier texte le 18 mai, donc 5 jours après la sortie, sur un film qu'il qualifie d'académique, Maléville, dont je vais lire un extrait si j'ai le temps tout à l'heure. Donc je vous dis simplement sur quoi il publie sur les 2 mois qui suivent. Donc il publie ce texte sur Maléville, un texte sur le célèbre départ de Giscard, donc qui en vidéo voilà, dit au revoir à tous les Français et laisse un plan vide quasiment insoutenable à la télévision. Ce hors-champ de Giscard avait déjà été commenté quelques jours avant par un éditorial de Serge Julie, qui avait également reproduit le discours de Giscard et fait un entretien avec un ami de Giscard. Donc il convie Danet à écrire finalement une sorte de point de vue, depuis le point de vue du cinéma, sur ce départ, qui avait été extrêmement commenté. Il écrit aussi, donc, dans le même numéro sur le hors-champ de Giscard, donc du 21 mai, sur l'opération Borg au Galeries Lafayette, où le tennisman est forcé de jouer avec des enfants pour une opération promo. Et Danet écrit cette chose que je trouve assez formidable. Il dit « Borg a l'air de s'ennuyer, lui qui pendant des années n'a regardé que la balle, qui a joué tous les échanges comme si sa vie en dépendait. Il lui arrive un sale coup, jouer chaque balle comme si son image, et elle seule, en dépendait. » Il va écrire donc après sur Mitterrand au Panthéon, donc rituel d'entrée, après le rituel de sortie. Et puis, à partir de juin, le 22 juin, des textes sur Wimbledon, un reportage en Indonésie le 25 juin, un texte sur Mizoguchi le 26 juin, encore Wimbledon en juin-juillet, un portrait de Jacques Demy le 14 juillet, un film d'Ully Lommel qui vient de sortir le 14 juillet, qui s'appelle Spectre, un texte sur l'invraisemblable vérité de Fritz Lang et un texte sur L'ombre rouge, film de Jean-Louis Comolli, qui était un ancien des Cahiers qui est passé au cinéma, un texte sur Moi, Christiane F.,
dont Gilbert Rochu avait écrit, donc je voulais vous montrer, puisque c'est un texte assez connu de Danet, ce texte sur Christiane F. Et Gilbert Rochu l'avait déjà chroniqué donc, en mai 81, mais Danet va répondre. Une nécrologie de William Wyler le 31 juillet, recension d'ouvrage de Max Tessier sur le Japon le 5 août, plus un reportage sur la mission Bredin. Mission sur le cinéma. Un texte sur l'amour fou de Rivette le 11 août. Voilà, pour vous montrer un petit peu aussi l'étendue et les différents textes qu'il va faire, c'est-à-dire pas du tout des textes spécialisés sur une chose, mais vraiment il va viser large sur le monde des images, les films récents et anciens, les reportages, les nécrologies, les recensions de livres, etc. Le rythme de publication s'accélère. Pendant 19 ans, entre 1962 et fin avril 81, Danet a publié 343 articles et entretiens, dont 285 dans les cahiers. Entre mai 81 et décembre 82, c'est-à-dire 1 an et demi, il va en publier 301. Donc autant, en fait, que les 19 années précédentes. Donc autant dire que son rythme de publication se multiplie par 10. Il écrit, pas tous les jours, mais presque tous les jours, et donc avec un certain nombre de textes différents, reportages avec Sachia Vitré, un texte sur le Japon, sur le look japonais, en tant que grand reporter, où il collecte aussi dans ses carnets des petits tampons de manga, le traitement de l'actualité cinématographique, une retransmission télévisée d'un match de football, etc., etc. Et y compris même sous la forme, lui qui va publier ses articles des cahiers dans un livre qui s'appellera Ciné-Journal, il est aussi dans une forme quasiment de journal intime, hein, il écrit tous les jours comme on écrit un peu son journal. Alors, ce nouveau style de Danet, moi, il m'intéresse puisque il passe d'un espace où il s'adressait à des cinéphiles, d'un espace surmoïque aussi, qui était les cahiers, avec son histoire, avec ses dogmes, avec l'histoire qu'il a quand même beaucoup traversée, et il arrive dans un nouvel endroit, et donc il me semble que son style change, et on parle souvent du style libé de Danet, donc je me suis un peu demandé comment est-ce que ce style pouvait changer. Et après, on verra aussi par qui il a changé et comment est-ce que, autour de lui, ça s'est transformé. Alors, Danet dit dans un entretien, il est certain que je n'écrirais pas aussi librement dans Libération s'il n'y avait pas eu d'abord chez moi tous ces textes pas écrits, mal écrits, avortés, un mauvais rapport à la production de textes pendant longtemps au cahier, car en général, ceux qui écrivent au cahier écrivent pour les cahiers. Et il ajoute, il y avait sans doute quelque chose qui avait été enfoui, protégé dans ma collaboration au cahier, le désir d'écrire des choses à l'emporte-pièce, à la première personne, une sorte d'exhibitionnisme d'écriture qu'on ne se permet pas. Quand on écrit pour un quotidien, on sait qu'on ne réussit qu'un article sur 3, mais on apprend à ne pas trouver ça tragique. Contrairement, évidemment, à un mensuel. Alors, comment est-ce qu'on peut parler, par exemple, des Straub et de Straub et Huillet quand on se demande si les lecteurs de Libération les connaissent, tout simplement? Eh bien, on peut prendre le fil de l'acteur et prendre quelqu'un de très connu pour dire que c'est peut-être pas si loin. Alors, par exemple, John Travolta et Jean-Marie Straub. Quel est le point commun entre John Travolta et Jean-Marie Straub? Question difficile, hein, j'en conviens, dit Danet. L'un danse, l'autre pas. L'un est marxien, l'autre pas. L'un est très connu, l'autre moins. Tous deux ont leurs fans. Moi, par exemple. Il suffit de voir leurs deux films sortis le même jour sur les écrans parisiens pour comprendre qu'un même souci les ronge. Un souci, une passion plutôt, celle du son. Donc, il parle de Blowout, de Brian De Palma, et de Trop tôt, trop tard, de Straub et Huillet. Deux bons films de magnifiques bandes-son. Voilà. Et il en profite pour développer évidemment quelque chose autour du son, hein, en disant le film, c'est peut-être pas des images et des sons, mais c'est peut-être plutôt du son et des images, enfin des sons et des images. Et donc, à partir de comment est-ce qu'on va faire connaître ou reconnaître Straub et Huillet, c'est une manière de le voilà. Et Danet va se placer, justement, tu parlais de la critique sociopolitique, comme un formaliste. Il va amener quelque chose d'une forme de formalisme, et il le dit. Alors malheureusement, je n'ai pas pris en photo cette page, je n'ai pas pu vous la montrer, mais quand il écrit sur donc Reds de Warren Beatty, il dit sur la page de droite, la page fond, ALW, c'est... Je ne sais plus qui c'est...
voilà, merci. Annette Lévy-Villard explique que le mérite de Reds est d'avoir forcé les Américains à s'intéresser de plus près à John Weed. Mais voilà, nous sommes sur la page de gauche, la page forme, et il faudrait parler de Warren Beatty, auteur du film, organisateur en chef des formes de Reds. Donc, encore une fois, sur l'acteur, mais quand même, on est sur la page forme, quoi. Donc, dans ces manières d'écrire et de s'écrire à Libération, il y a évidemment le jeu qui apparaît après le nous cahier ou les formules impersonnelles. Danet va inscrire tout de suite le jeu et il va s'inscrire en situation comme il le faisait dans ses reportages ou ses comptes rendus tennistiques. Donc sur Une mère, une fille, Anna de Martha Mézaros, il y a quelques jours, je sirotais une Guinness en revoyant le tigre du Bengale à la télé. Quelle horreur ce doublage, maugréais-je par devers moi. Eût-on enregistré 10 chèvres mortes de trac dans une piscine couverte, le son n'aurait pas été différent. Le générique avait annoncé version française Jalles Villemets. N'était-ce pas le même Villemets qui avait signé la VF d'un film récent intitulé Une mère, une fille? Oui. Quel massacre, me dis-je en repensant au film de Martha Mézaros. Un bien mauvais film d'ailleurs. Voilà. Et puis après, l'article part, mais on voit comment Danet, justement, s'inscrit lui-même se met en scène en fait en tant que celui qui écrit, ce qu'il ne ferait évidemment jamais au cahier. C'est absolument impossible. Donc il y a une manière d'entrer en scène, d'entrer dans la lumière. Par exemple, dans un entretien avec Godard, en dessous va marquer vécu et retranscrit par Serge Danet. Sur le film d'Ully Lommel que je mentionnais tout à l'heure, il est beaucoup plus faible, donc Ully Lommel, dès qu'il s'agit de filmer le mal, dont il a une conception purement cinéphilique, pas assez sulfureuse, à mon goût. À mon goût, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on ne verrait jamais dans les cahiers. Suite du texte donc, où il parlait de la page fond et de la page forme. Lorsque j'ai vu West, c'était dans un grand cinéma désert et froid de New York. Je sentais bien que le film ne me entrait pas, que j'allais vite l'oublier. Ému, je suis allé manger un hot dog pendant l'entracte. Suis-je en face d'un film académique, me demandai-je, etc., etc. Donc, deuxième chose, c'est l'adresse. Comment est-ce qu'on s'adresse, par exemple, au lecteur? Par exemple, comme vous et moi. S'adresser directement, prendre à partie. Le lecteur, ça peut être, donc dire vous, mais ça peut être aussi utiliser des parenthèses. Et parenthèses dont Danet truffait ses textes, qui sont ces espèces de manières de parler à voix basse, de parler à l'oreille du lecteur. Donc son texte sur E.T., on ne peut pas être et avoir E.T., 1er décembre 82. Bref, E.T., E.T. en français, est un hit, succès en français. Son pays natal, je saute, les États-Unis d'Amérique, en profite pour signaler au reste du monde ébahi pour ce qui est de l'amour, E.T. nous aime, chic, et de la haine, nous aimons haïr JR, choc, ces deux mamelles font rêver les petits hommes plus que jamais, il faut plus que jamais compter avec lui. Rien qu'avec lui, Walt Disney pas mort, c'est comme ça. Et puis ça continue ici, en dessous, il y a ébahi, 1 minute de silence. Donc encore une fois, une mise en scène comme ça de quelque chose qui est présent à Libé depuis la fin des années 70 au moins, par ce service télé extrêmement actif, drôle, méchant, qui a été initié autour de Hockenheim, Cressol, Azera, etc. L'humour chez Danet arrive aussi. Alors par exemple sur documentaire, alors il y a tout un ensemble qui va faire aussi un peu l'esprit Libé, qui sont des petits mots, des acronymes, des petits mots, des mots inventés comme ça qui vont qualifier certains films. Alors par exemple, le docu-cu, pour les documentaires QQ, qu'il ne faut pas confondre avec les documentaires, des vrais documentaires, donc, et dans un article sur documentaire d'Agnès Varda. Donc ces acronymes, j'en ai mis quelques-uns ici. QF, qualité française, évidemment, alors qui est vraiment l'acronyme des cahiers, cette fois-ci. Acronyme des cahiers qui est reconnu d'ailleurs dans l'IB, qui fait son entrée véritablement le 4 septembre 81, sous la marque de l'écriture de Marie Vienna. Alors je suppose que c'est un pseudonyme, mais je ne sais pas de qui. Moi j'ai supposé que c'était le pseudonyme issu de Johnny Guitar, mais vous pourrez peut-être nous en dire plus. Avec la rentrée, la qualité française, selon l'expression chère à Serge Danet, recommence à frapper inexorablement.
Donc on sent que c'est aussi l'entrée de quelque chose qui vient des cahiers, qui infuse un peu, ou en tout cas qui est reconnu comme une marotte, celle de Danet, à l'intérieur. Donc la QF qualité française, qui ne sera plus marquée que QF après, fait écho à la QS, la qualité soviétique, dont Stalker par exemple pourrait ne pas être l'inverse. Il y a aussi le RQP, respectable quelque part. TNTPTV, j'ai pas su ce que c'était, et la VF pour parler de la VF. Donc entrée de Danet aussi, besoin de dire d'où il vient et besoin de tenter de faire un peu la leçon quand même. Et donc une bonne partie de ces textes, et notamment le tout premier d'entre eux, donc sur Maléville de Christian de Challonge, c'est des textes définitionnels, ce qui est aussi quelque chose qui se fait beaucoup au cahier à la fin des années 70, c'est-à-dire essayer de définir qu'est-ce que c'est que la violence au cinéma, qu'est-ce que c'est que le hors-champ, voilà. Et là, Danet arrive et le premier texte qu'il fait, c'est qu'est-ce que c'est qu'un film académique. Donc c'est quand même une manière aussi de signaler un peu où il est. Pareil, quand il parle dans l'article sur Moi Christiane F, un cinéaste, quand il se met à filmer des drogués ou tout autre marginal, se transforme en assistante sociale, en médecin ou en flic compréhensif, en micheton refoulé, en journaliste troublant, en psy, jamais en cinéaste. Donc c'est une bonne manière de dire ce que c'est que le cinéma et ce que c'est pas le cinéma pour lui. Encore une fois, sur La guerre du feu de Jean-Jacques Hano, j'ai l'impression qu'Hano a pensé qu'il suffisait de savoir animer les figures de cire dans des décors grandioses pour nous bouleverser. Conception de décorateur, pas de cinéaste. Encore une fois, manière de séparer les torchons et les serviettes. Notamment, évidemment, les torchons peut-être publicité, les torchons télévision, les torchons psy, etc. etc. Donc autour de ces questions, évidemment, dont on a déjà, tu as mentionné avec Rochu, il y a vraiment ce combat entre cinéma, publicité, télévision que Danet voit très tôt, en tout cas sur lequel il écrit très tôt en arrivant à Libé, avec quand même une forme plutôt de sympathie pour la publicité, puisqu'il met quand même dans son top des 10 meilleurs films de l'année des spots publicitaires, et il écrit sur le spot publicitaire des rouleaux de papier cul trèfle, 13 mai 82. Mais on est aussi à un moment où Libé s'ouvre, le journal lui-même s'ouvre à la publicité, et depuis 82, justement, il y a de la publicité dans Libération, ce qui n'a jamais été le cas avant. Donc, c'est aussi une manière d'accompagner quand même l'évolution du journal, à mon avis. Donc, il y a aussi beaucoup d'articles très joueurs, encore une fois dans la tradition de ce qui s'est fait avant lui. Par exemple, un article en fiche cuisine en 14 points, je vous ai mis que les 6 premiers. Un dictionnaire, ce qui est un peu plus classique. Un jeu sur des photogrammes, par exemple, qui va être repris aussi avec un article de Louella Intérim. Et à propos de E.T., que j'ai déjà mentionné, un entretien avec E.T. exclusif dans le numéro du 1er décembre 82. Un autre, Parlez-moi canois avec Gérard Lefort, donc sur apprendre à parler comme le Festival de Cannes. Et donc j'en viens à cet esprit d'équipe que Danet mentionne en arrivant, enfin qui mentionne plus tard rétrospectivement. C'était un lieu vivant pour des gens comme Michel Cresson, Hélène Azera ou Guy Hockenheim qui continuaient impavidement un travail d'agitation culturelle furieux et provoquant. Et le journal leur était acquis. J'ai ajouté à cela la cinéphilie sérieuse, mais écrite de manière pas trop sérieuse. Gérard Lefort, justement, dans un entretien avec Serge Kaganski et Jean-Marc Lalanne, disait « Je crois que Serge, au début, se sentait pris en tenaille entre des gens des cahiers d'où il venait et ceux de Libé. D'ailleurs, Danet tentait des rapprochements. En 83, on avait couvert le Festival de Cannes ensemble. Heureusement, pour moi, il y avait des jeunes critiques comme Olivier Assayas ou Daniel Dubrow avec qui j'avais passé Alliance et on s'était bien marré. Probablement que certains des amis de Serge au cahier devaient lui dire qu'on écrivait vraiment n'importe quoi, qu'on était immature et irresponsable. Je me souviens d'un article que j'avais écrit avec Cressol sur l'argent de Robert Bresson, dont je disais qu'il ressemblait à un téléfilm polonais. Ça avait fait grincer des dents au cahier. Mais finalement, Danet a choisi, pour lui désormais, c'était Libé. Alors, je voulais vous montrer par exemple ce hit parade Cinéma 82, donc écrit par Gérard Lefort, Louella Intérim et Olivier Séguré, qui est rentré donc, par l'intermédiaire de Danet. Vraiment, là, cette fois-ci, c'est quelqu'un qui est arrivé après l'arrivée de Danet, que Danet a recruté. Et Danet n'a pas pu rendre son top. Et donc, il est écrit, alors PCC-SD, j'ai supposé que c'était le Parti communiste chinois, PCC et SD Serge Danet.
mais peut-être que vous le direz. La chef, SD, s'étant honteusement défilée avec sa cassette de l'As des As sous le bras pour les vacances ensoleillées, il n'a pu participer à la réunion annuelle de notre jury. Cependant, sur la foi de ses tartines les plus mémorables et de ses harangues les plus senties, hasardons une liste, une chambre en ville, Parsifal, Passion, Trop tôt, trop tard, etc. E.T. et Elle a pleuré, entre parenthèses, et signé Les deux orphelines. Alors, je ne sais pas lesquels deux c'est sur les trois qui ont écrit dans cette page. Autre, par exemple, collaboration, La chatte de l'Empire romain, Néron le Flasque, Caligula le Mou, d'Anné Séguré. Alors, il s'avère que, de facto, il y a quand même une cinéphilie classique qui est déjà présente, une cinéphilie assez caillée, qui est déjà présente à Libé avant que Danet arrive. Alors, je vous ai montré ici, par exemple, un erratum d'Hélène Azera qui avait parlé d'Alan Dwan, qui est quand même un des cinéastes un peu piliers du classicisme des cahiers. Elle dit qu'elle s'est trompée de film, mais elle s'en excuse, donc elle l'a quand même remarqué. Louella Intérim, personne extrêmement importante dont les écrits ont été édités en partie, malheureusement très peu, qui a écrit aussi beaucoup sur la mode et la littérature sous divers pseudonymes que vous voyez donc ici dans le film d'Adolfo Arrieta avec Hélène Azera. Qui écrit en fait au fur et à mesure de ces articles, alors surtout dans la rubrique télévision, mais un petit peu dans la rubrique cinéma, beaucoup d'articles sur le cinéma classique. Là, par exemple, la nécrologie de Walsh, ici, Furie de Fritz Lang, je vous ai pris vraiment que quelques exemples, les Mizoguchi, John Stahl, Vittorio Cotafavi, c'est quand même, il n'y a pas plus cahier comme... et voire même des cinéastes issus des cahiers, Jean-Claude Biette, Loin de Manhattan. Avec deux autres textes aussi, un texte de Danet. Danet et elle, d'ailleurs, vont co-signer un texte, par exemple, sur plusieurs textes ensemble, mais notamment sur Franciscan de Manuel de Oliveira, sous-titré Au lion les chrétiens, puisqu'on attaque, en l'occurrence, Marie-Claude Trémois de Télérama. Donc, c'est la raison de cette harangue finale. Un texte, un entretien autour de Douglas Sirk, avec Danet, éditorial de Danet, un article d'intérim sur Homer à la plage, entretien des deux, et Intérim va elle-même collaborer au cahier du cinéma, alors pas très longtemps, mais entre mars 81 et mai 83, principalement dans le journal des cahiers. Les deux revues, la revue et le journal, collaborant par ailleurs. Là, vous voyez par exemple un des textes intérim au cahier. Donc dans la rubrique télé, c'est le premier qu'elle a fait. Donc collaboration aussi entre les cahiers et Libé, qui va continuer vraiment jusqu'en 83, au moment de Cannes. Les cahiers de Cannes, pendant jusque donc en 81, 82 et 83. Il y aura aussi un supplément, le supplément du Festival d'automne Semaine des cahiers, qui sera aussi intégré. En 83, il y aura aussi une collaboration avec TF1. Donc pour suivre le festival à la télévision tous les jours en direct de Cannes de midi à 12h30 au journal de 13h. Donc on voit notamment, si je ne m'abuse, Danet qui parle avec Yves Mourouzi du film de L'homme blessé de Chéreau. Voilà. J'ai dû dépasser allègrement le temps qui m'était imparti, donc je m'arrête là. J'avais sinon des choses sur l'homosexualité, mais on pourra en parler. Merci.